Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le document, le polycopié de cours en fait, du chapitre 16 qui porte sur les intervalles de fluctuation. Alors ce chapitre, finalement en pratique il y a très peu de choses qui vont vous servir, c'est ce qui va être sur les 2 dernières pages, voire même juste la dernière page, de ce document, qui est en fait la formule donnant l'intervalle de fluctuation, d'une fréquence. Cependant, pour expliquer d'où vient cette formule, alors la formule je peux vous la montrer, hein, je vais aller directement sur la dernière page ou l'avant-dernière page, voilà c'est sur l'avant-dernière page. La formule que vous allez devoir apprendre et connaître par cœur, c'est celle-ci. C'est celle qui donne l'intervalle de fluctuation d'une fréquence au seuil de 95%. Je vais y revenir hein, bien sûr et je vais réexpliquer à quoi ça sert, mais tout le début du document, donc toutes les premières pages, en fait c'est pour expliquer d'où vient cette formule-là. Voilà. Et en fait, on va faire appel, pour expliquer tout ça, à pas mal de choses qui ont déjà été vues au cours de l'année. La première des choses que l'on a déjà étudiées qui vont nous servir ici, c'est tout ce qui concerne sur la loi normale, centrée réduite. Je vous rappelle, la fonction densité d'une loi normale centrée réduite, c'est celle-ci, hein, c'est la fonction définie sur R par 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x au carré sur 2. On avait vu des propriétés hein, sur la loi normale centrée réduite et les lois normales généralisées. Je les ai réécrites ici, finalement c'est que la première qui va nous servir, je l'ai réécrite un petit peu différemment d'ailleurs, parce qu'on avait vu que pour calculer la probabilité que une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1 soit comprise entre A et B, on utilisait la calculatrice pour déterminer cette valeur-là, parce que cette valeur-là correspondait à l'aire située sous une courbe, sous la courbe de la densité de probabilité entre A et B. Mais depuis le chapitre précédent, on sait que cette R-là, on peut la calculer, en tout cas on peut l'écrire grâce à une intégrale, ça va être l'intégrale entre A et B de notre fonction f, qui est notre densité de probabilité. Donc c'est l'intégrale entre A et B de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x au carré sur 2 dx. Voilà, donc ça va nous servir, vous allez voir. Je passe un petit peu rapidement sur certaines des choses, je vous laisserai les lire. Voilà, je vais insister principalement sur les démonstrations qui sont à connaître dans ce document. Alors, vous lirez, hein, mais l'espérance d'une loi normale de paramètres 0 et 1, c'est donné par cette formule-là, voilà, la somme de ces deux limites. Cette espérance vaut 0, d'accord, la démonstration est juste en dessous, je vous laisserai lire. Et la variance d'une loi normale de paramètres 0 et 1 est donnée par cette formule-là, c'est l'espérance du carré de x moins espérance de x. Voilà, cette formule, bien sûr, est à connaître, puisque c'est la définition, et la valeur, voilà, ce résultat-là, il vaudra 1, et ce résultat-là est admis. Je vous rappelle, c'est des choses qu'on avait déjà vues, maintenant on a les moyens de les démontrer, en tout cas pour l'espérance, on a moyen de démontrer que l'espérance d'une loi normale de paramètres 0 et 1, c'est 0, je vous rappelle, c'est le premier des deux paramètres qui est écrit ici, et puis la variance, c'est le deuxième paramètre qui est écrit ici. Hein, je vous rappelle, c'est une loi normale de paramètres mu et sigma carré dans le cas général. Donc mu c'est bien l'espérance, et sigma carré c'est la variance, c'est l'écart type au carré. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve 0 et 1, c'est les deux valeurs qui étaient ici dans les paramètres de la loi normale. Donc vous lirez la démonstration, évidemment ça fait appel à un calcul d'intégrale, hein, simplement on va calculer les deux intégrales de la définition, grâce à une primitive, et puis après on fera tendre t vers moins l'infini et s vers plus l'infini, vous verrez qu'on obtiendra au final 0. Voilà. Je vais m'attarder un petit peu plus sur la propriété suivante, parce que ça c'est une des propriétés dont la démonstration est exigible pour le bac. Alors la propriété dit la chose suivante. Vous avez x qui est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, et alpha un nombre réel compris entre 0 et 1 strictement. Et dans ce cas-là, il va exister un unique réel positif qu'on va noter U alpha, tel que la probabilité que x soit comprise entre moins U alpha et U alpha est égale à 1 moins alpha. Traduction géométrique, ça veut dire que il existe une unique valeur U alpha, telle que l'aire comprise entre moins U alpha et U alpha, sous la courbe, soit égale à 1 moins alpha. Voilà, alors on va faire la démonstration. Pour démontrer qu'il existe un unique réel U alpha qui vérifie ça, en fait, ça revient à prouver que l'équation probabilité que x soit comprise entre moins t et t égale 1 moins alpha admet une unique solution t sur 0 plus l'infini. Et cette solution, on va l'appeler U alpha. Alors pour montrer là que cette équation admet une unique solution sur 0 plus l'infini, en fait, on va faire appel au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors voyons comment on va faire ça. On va d'abord poser une fonction g définie sur 0 plus l'infini par
probabilité que x soit comprise entre moins t et t. C'est-à-dire en fait g de t, ce sera cette partie-là. Comme x suit la loi normale centrée réduite, j'ai refait un petit schéma à côté, on sait donc que g de t, donc c'est la probabilité que x soit comprise entre moins t et t, donc finalement c'est l'air sous la courbe entre moins t et t. Donc c'est l'intégrale entre moins t et t de la fonction densité d'une loi normale, centrée réduite. Voilà, et cette R-là, bah, ça correspond à g de t. En tout cas, c'est comme ça qu'on a défini notre fonction g. Alors, on remarque déjà sur la courbe que la densité de probabilité est une fonction dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, ça veut dire que g de t, l'air là qui est colorié en rose, eh ben, c'est égal à 2 fois l'air qu'il y a entre 0 et t, puisque l'air entre moins t et 0 et l'air entre 0 et t sont égales par symétrie. Donc l'air total, qui est colorié, c'est 2 fois l'air juste entre 0 et t, donc c'est 2 fois juste l'air de cette partie ici. Voilà, donc c'est ce qui est écrit ici, 2 fois l'intégrale entre 0 et t de petit f. Donc ça c'est une autre façon d'écrire g, et c'est ce qui va nous servir maintenant pour vérifier que les hypothèses du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sont bien vérifiées. Alors, on sait que la fonction f, petit f, est continue. Elle est définie comme ça, c'est une fonction continue. Donc on avait vu dans le chapitre 15, c'était un des théorèmes du chapitre 15, que cette intégrale définissait une fonction qui était dérivable et dont la dérivée valait petit f. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que si je rajoute le 2 en facteur, bah, ça reste dérivable, donc notre fonction g va être dérivable, et si je dérive, bah, ça va me donner 2 fois petit f. La dérivée de l'intégrale là par rapport à t, c'est petit f, il faudra revoir le chapitre 15, la propriété du chapitre 15, et la constante 2, bien sûr, quand je dérive, je la laisse en facteur. Voilà, donc la dérivée de g est égale à 2 fois petit f. Ça va me permettre de dire deux choses. Premièrement, g est dérivable. Donc, comme g est dérivable, g sera une fonction continue. Voilà, donc on va bien avoir la continuité. Ensuite, g est strictement croissante. En effet, la dérivée de g, c'est 2 fois petit f, mais petit f, si vous regardez, c'est une densité de probabilité, et donc c'est une fonction qui est positive. Et donc 2 fois petit f, bah, c'est positif. Et donc la dérivée de g étant positive, la fonction g sera croissante. La dérivée même strictement positive, et donc la fonction g est strictement croissante. Donc on a une fonction qui est continue, qui est strictement croissante. Il va rester à vérifier la troisième hypothèse, donc on va voir ça tout de suite. Donc on peut déjà imaginer qu'on construit le tableau de variation, donc sur 0 plus l'infini, et on sait que la fonction est strictement croissante. Maintenant on va voir pourquoi ici c'est 0, et pourquoi ici c'est 1. En fait, la valeur qui se trouve à cet endroit, c'est l'image de 0. L'image de 0, c'est g de 0. Et si je calcule g de 0, bah, c'est l'intégrale entre moins 0 et 0 de f. C'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 0 de f, et ça va donner 0, puisque les bornes sont identiques. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a 0. C'est ce résultat-là. Et ensuite, la valeur 1, ici, en fait, bah, elle va correspondre à la limite en plus l'infini de notre fonction g. Et si je fais la limite en plus l'infini de notre fonction g, donc c'est la limite de 2 fois l'intégrale entre 0 et t de petit f, puisque g c'était ça, le 2, je peux le mettre en facteur de la limite, et il me reste juste à faire la limite entre 0 et t de petit f, lorsque t tend vers plus l'infini. Et en fait, si je fais ça, en gros, c'est quasiment la limite entre 0 et plus l'infini de petit f. Donc c'est l'air qu'il y a sous la courbe entre 0 et plus l'infini. Et donc ça correspond exactement à la moitié de l'air sous la courbe, et la moitié de l'air sous la courbe, ça fait 1,5, puisque l'air total sous la courbe doit faire 1. Voilà, donc en fait, cette valeur-là est égale à 1,5. Et donc au final, le résultat c'est 2 fois 1,5, c'est-à-dire 1. C'est pour ça que la limite en plus l'infini donne 1. Voilà, j'ai besoin de ce tableau de variation pour vérifier la dernière hypothèse du corollaire du TVI. En effet, je sais par hypothèse, alors ça c'était une hypothèse du théorème, que notre nombre alpha est compris entre 0 et 1, strictement. Alors comme alpha est compris entre 0 et 1, 1 moins alpha est aussi compris entre 0 et 1. Et donc 1 moins alpha, je peux le placer ici. Ça veut dire que 1 moins alpha appartient bien à l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g, puisque l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g, c'est 0, 1. Et 1 moins alpha est bien compris entre 0 et 1, donc il appartient bien à l'intervalle image.
On a donc toutes les hypothèses du corollaire du TVI qui sont vérifiées. On a la continuité de la fonction, la stricte monotonie de la fonction, et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par notre fonction, c'est 0,1 qui contient bien 1 moins alpha. On peut appliquer le corollaire du TVI, et donc on sait que l'équation g de t égale 1 moins alpha va admettre une unique solution sur 0 plus l'infini. Et cette unique solution, on l'appelle U alpha. Ça veut dire que g de U alpha égale 1 moins alpha, mais g de U alpha, c'était cette probabilité-là, et donc on a bien prouvé ce qu'il fallait démontrer. Vous avez au programme deux valeurs à connaître par cœur. C'est les valeurs de U alpha lorsque alpha vaut 0,05 et lorsque alpha vaut 0,01. Alors U 0,05 ça fait 1,96 environ, et U indice 0,01 ça en fait environ 2,58. Donc ces deux valeurs sont à connaître. Ce qui est important aussi, c'est même peut-être plus important encore que de connaître par cœur ces deux valeurs, c'est de comprendre ce qu'elles signifient et à quoi elles correspondent. C'est pour ça que j'ai fait les deux petits schémas juste en dessous. Tout simplement, si alpha vaut 0,05, ça veut dire que 1 moins alpha vaut 1 moins 0,05, donc 0,95. Donc mon R sous la courbe fait 0,95. Et moi je cherchais les bornes d'un intervalle centré dont l'air sous la courbe sur cet intervalle fait 0,95. Et en fait, ces deux valeurs-là, c'est moins 1,96 et 1,96. C'est-à-dire que la probabilité que x soit comprise entre moins 1,96 et 1,96 fait 0,95. Et donc ça veut dire que notre U alpha, c'est 1,96. D'accord ? Pour alpha égale 0,05. Donc on a bien ça. Et de la même façon, si alpha vaut 0,01, ça veut dire que l'air sous la courbe doit faire 0,99. Et c'est entre moins 2,58 et 2,58 que l'air sous la courbe fera 0,99. Donc notre U indice 0,01, c'est 2,58. Voilà, vous allez voir à quoi elles vont servir ces deux valeurs, et en fait c'est surtout celle-ci qui va nous servir par la suite, le 1,96. En fait c'est ce qui va apparaître dans l'intervalle de fluctuation que je vous ai montré tout au début de la vidéo. Passons à la suite. Maintenant, deuxième chose qui va nous permettre de démontrer l'intervalle de fluctuation, c'est le théorème de Moivre-Laplace. Alors ce théorème de Moivre-Laplace, il dit la chose suivante. Si vous avez une variable aléatoire xn, qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, attention c'est une loi binomiale, et que l'on va noter zn, la variable aléatoire suivante, donc c'est la variable aléatoire qui est égale à xn moins l'espérance de xn sur l'écart type de xn. Ça doit vous rappeler des choses, hein. On a à nouveau du x moins mu sur sigma, plus ou moins, mais avec une loi binomiale. Sachant que xn suit une loi binomiale, l'espérance de xn c'est égal à n fois p. C'est l'espérance d'une loi binomiale. Et l'écart type de xn, c'est égal à racine de np fois 1 moins p. Ça, c'est l'écart type d'une loi binomiale. C'est des formules que vous avez vues en classe de première, et qu'on a déjà rappelées cette année. Alors, si on a ces hypothèses-là, en tout cas ces notations, le théorème de Moivre-Laplace, il dit que pour n'importe quel nombre a et b, avec a qui est plus petit que b, on va avoir la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité que zn soit comprise entre a et b, zn, je vous rappelle, c'est ça, c'est égal à cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, en fait, regardez à ce qu'il y a à l'intérieur, la fonction qu'on intègre, c'est la densité de probabilité d'une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc l'intégrale entre a et b de cette densité de probabilité, c'est tout simplement la probabilité qu'une loi normale de paramètres 0 et 1 soit comprise entre a et b. D'accord ? Donc c'est la probabilité que z soit comprise entre a et b, où z suit une loi normale sans très réduite. Voilà. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'ai expliqué ce que ça signifie, ce théorème. Ça signifie que si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette probabilité-là, voilà, est égale à cette probabilité-là. Ça veut dire que dès que n va être suffisamment grand, cette probabilité va être égale à peu près à cette probabilité-là. Ça veut dire que Zn, en gros, va se comporter à peu près comme Z lorsque n est suffisamment grand. Et donc, ça veut dire que notre variable aléatoire Zn, qui est là, celle-ci, ou celle-là, xn moins espérance de xn sur sigma de xn, va se comporter comme Z. Mais Z suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Ça veut dire que, en fait, notre variable aléatoire Zn, qui est celle-ci, va être approchée par une loi normale de paramètres 0 et 1. Notre Zn va se comporter comme Z
C'est-à-dire que notre variable aléatoire Zn va se comporter comme une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc en fait, le théorème de Moivre-Laplace, il indique qu'on va pouvoir approcher la loi de la variable aléatoire Zn par une loi normale centrée réduite. Voilà. Il faut juste savoir que, alors cette propriété est vraie lorsque n tend vers plus l'infini, mais on va supposer que notre approximation est bonne. Cette approximation par une loi normale centrée réduite est bonne lorsque n va être supérieur à 30, que n fois p va être supérieur à 5 et que n fois 1 moins p va être supérieur à 5. Vous verrez que c'est des conditions qu'on va à chaque fois vérifier pour pouvoir appliquer les choses. Alors bien sûr, ce théorème est admis, hein. La démonstration est très compliquée, en tout cas pour le niveau de terminale. Voilà, elle n'est pas du tout au programme, ça utilise des notions qui ne sont pas du tout au niveau de la classe de terminale. Ça y est, on va en venir à notre intervalle de fluctuation. Et le dernier théorème, avant d'arriver à notre intervalle de fluctuation, c'est le suivant. Donc je vais le lire, c'est le théorème en fait qui va nous définir notre intervalle de fluctuation. Si xn c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et que alpha c'est un nombre compris entre 0 et 1 strictement. Alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité de xn sur n appartienne à l'intervalle in, cet intervalle-là, égale 1 moins alpha. Je traduis, xn sur n, en gros, xn, comme ça suit une loi binomiale, ça veut dire que xn, c'est le nombre de succès lorsqu'on fait les n répétitions. Et xn sur n, du coup, c'est le nombre de succès sur le nombre total de répétitions. Et si je fais nombre de succès sur nombre de répétitions, je vais avoir la fréquence du succès. Et donc cette propriété, elle indique que si n est suffisamment grand, la probabilité que la fréquence appartienne à cet intervalle-là, elle vaut 1 moins alpha. Donc en fait, j'arrive à estimer la probabilité que ma fréquence de succès appartienne à un certain intervalle. C'est ça qu'il dit, ce théorème. Alors pourquoi on a ce théorème-là? La démonstration est aussi une démonstration exigible, et en fait c'est là qu'on va utiliser ce qui a été fait juste avant dans le document. Donc on va démontrer ce théorème, hein, je vais expliquer la démonstration, ça fait partie de celles qui sont exigibles pour le bac. Alors, démontrons ça. Xn suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc comme xn suit une loi binomiale de paramètres n et p, d'après le théorème de Moivre-Laplace, qui est ici, d'accord, donc c'est celui-ci, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, donc que notre variable aléatoire Zn soit comprise entre moins u alpha et u alpha, c'est égal à la probabilité que z soit compris entre moins u alpha et u alpha, où z suit une loi normale de paramètres 0 et 1. En gros, c'est exactement ce qui est écrit là, puisque Zn c'était ma grande fraction là, où j'ai remplacé a et b par moins u alpha et u alpha. Voilà, tout simplement. Donc je reprends le théorème de Moivre-Laplace et je remplace juste a et b par moins u alpha et u alpha. Et j'obtiens ce résultat-là. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, la probabilité que z soit compris entre moins u alpha et u alpha, avec z qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1, si on va regarder la définition de u alpha, elle est là, cette probabilité-là, elle vaut 1 moins alpha. C'est pour ça que le résultat qui est là est égal à 1 moins alpha. Donc voilà, ça c'était la première chose. La grande limite qui est là, elle est égale à 1 moins alpha. Maintenant, on va transformer ce résultat, cette limite là qui vaut 1 moins alpha, pour obtenir la limite là qu'il faut démontrer. Et voici comment on va procéder. On va d'abord s'occuper de l'inégalité qui est là. On va transformer l'inégalité qui est là, vous allez voir comment. Donc je repars de cette inégalité, et je vais effectuer les transformations suivantes de manière à faire apparaître au centre xn sur n, parce que vous voyez, moi j'ai xn sur n qui doit appartenir à un certain intervalle, donc j'aimerais bien savoir xn sur n, il est compris entre quoi et quoi. Donc je pars de cette inégalité, et je vais la transformer pour faire apparaître au milieu xn sur n. Alors comment je vais le faire? Il y a quelques opérations à faire qui ne sont pas très compliquées, hein. Donc je pars de l'inégalité. Première chose, je veux plus de fraction. Je veux plus le dénominateur racine de np fois 1 moins p, donc je multiplie chacun des membres de l'inégalité par racine de np fois 1 moins p. Donc au milieu je l'ai plus, et à gauche j'ai multiplié moins u alpha par ce nombre, et le u alpha par ce nombre. Ensuite je rajoute n fois p, donc je fais plus n fois p à chaque membre de l'inégalité, ça va me permettre au milieu de faire apparaître juste xn.
Voilà, donc je xn au milieu et j'ajoute np et np à gauche et à droite. Ensuite, je divise par n pour faire apparaître mon xn sur n. Voilà, donc je divise le terme de gauche et le terme de droite par n, ça me donne ces deux expressions-là. Et j'ai fait apparaître xn sur n au centre. Maintenant, il me reste juste à transformer un tout petit peu les deux expressions qui sont à gauche et à droite, et je vais faire apparaître, vous allez voir ce qu'il faut. Donc je sépare en deux fractions, donc j'ai np sur n moins u alpha racine de np fois 1 moins p sur n, voilà, ça donne ça, et np sur n, je simplifie les n, il reste p. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, on sépare en deux fractions. Et ensuite, je vais simplifier une partie de la fraction. En fait, là au numérateur, j'ai du racine de n, et je divise ça par n. Et en fait, racine de n sur n, c'est égal à 1 sur racine de n. Et donc en fait, le racine de n sur n, qui est là, je le remplace par 1 sur racine de n. Donc 1 au numérateur, j'ai pas besoin d'écrire, et au dénominateur, je mets racine de n. Et je fais ça à gauche et à droite, et j'obtiens un encadrement de xn sur n. Ok? Donc, l'inégalité qui était là, qui était celle-ci, dans notre probabilité, elle est équivalente à cette inégalité-là. Ça veut dire que dans ce que j'ai fait juste avant, l'inégalité qui est là, je peux la remplacer par celle-ci, puisqu'elles sont équivalentes. Et si je fais ça, ça me donne la ligne qui est ici. Ça me donne cette limite-là, égale à 1 moins alpha. Et en fait, si je regarde cette limite, c'est la limite de la probabilité que xn soit comprise entre cette valeur et cette valeur. Et donc c'est la limite, en plus l'infini, de la probabilité que xn appartienne à l'intervalle, la valeur de gauche, la valeur de droite, tout simplement. Et cette probabilité, enfin cette limite de probabilité est égale à 1 moins alpha d'après ce qu'on a dit au début. Et en fait, je viens de démontrer exactement, là, ce qui est écrit sur la dernière ligne, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc je viens de démontrer le théorème. Comme on avait vu que le théorème de Moivre-Laplace fournissait une approximation dans le cas où ces trois conditions étaient validées, évidemment ce qu'on vient de faire, on va considérer que c'est valable lorsque ces trois conditions sont validées. C'est-à-dire que le résultat là est valable, on peut approcher la probabilité là, de xn sur n appartient à l'intervalle in par 1 moins alpha lorsque les trois conditions sont validées. Et ce qu'on a obtenu, notre intervalle in, là, pardon, celui-ci, c'est ce qu'on va appeler, c'est la définition suivante, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de fluctuation de notre variable aléatoire fréquence, de notre variable aléatoire xn sur n. Voilà. Et dernière chose, ça c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 1 moins alpha. Vous, l'intervalle de fluctuation que vous avez à connaître, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est-à-dire lorsque 1 moins alpha vaut 95%, c'est-à-dire lorsque alpha vaut 0,05. Et donc si alpha vaut 0,05, ça veut dire que ici dans la formule, je vais remplacer le u alpha ici et ici par u indice 0,05, et on a vu que u indice 0,05, ça fait 1,96. Donc si j'applique ce que je viens de trouver de manière générale ici à l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, j'ai juste à remplacer le u alpha par u indice 0,05 qui vaut 1,96. Et donc ça me donne l'intervalle qui est ici. Et donc ça c'est l'intervalle que vous devez connaître par cœur. L'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de notre variable aléatoire fréquence, la xn sur n, c'est le suivant, on va le noter i indice n, c'est l'intervalle p moins 1,96 racine de p fois 1 moins p divisé par racine de n, et p plus 1,96 facteur de racine de p fois 1 moins p divisé par racine de n. Voilà, donc cet intervalle est à connaître par cœur. Vous aviez vu en seconde, c'est une petite remarque, que vous pouviez déterminer un intervalle de fluctuation avec l'intervalle qui est ici. Et en fait, cet intervalle, il est un petit peu moins précis que celui qu'on vient de démontrer juste au-dessus. Voilà, on pourrait montrer que notre intervalle là, in, est inclus dans l'intervalle i. Et donc l'intervalle i est un petit peu moins précis que celui-ci. Voilà. Et donc c'est celui-ci que vous allez utiliser en terminale. Que signifie cet intervalle de fluctuation? La chose suivante, si on considère un caractère de proportion p dans une population,
et que l'on prélève un échantillon de taille n dans cette population, bah, la fréquence observée, qu'on va noter fops, de ce caractère dans l'échantillon prélevé va appartenir à l'intervalle de fluctuation avec une probabilité d'environ 0,95. Pour fixer les idées, prenons un exemple. Prenons l'exemple le plus simple possible, on lance une pièce de monnaie bien équilibrée. À ce moment-là, la probabilité d'obtenir pile, elle vaut 0,5. C'est la proportion théorique de pile, d'accord? C'est ce qu'on doit obtenir en théorie. On doit obtenir une proportion théorique P qui vaut 0,5. Maintenant, si on lance le dé 100 fois, eh ben, on ne va pas forcément obtenir sur ces 100 lancés exactement autant de piles que de faces. On ne va pas obtenir exactement une fois sur deux un pile, une fois sur deux face. Ça, c'est la théorie. En pratique, ce ne sera pas forcément le cas. Et donc, en pratique, la fréquence observée d'apparition de piles sur ces 100 lancés, donc en fait, là, je prends un échantillon de taille 100, d'accord, en faisant mes 100 lancés, et bien la fréquence observée doit être comprise entre cette valeur et cette valeur avec une probabilité qui est supérieure, qui est environ égale à 0,95. Ça veut dire que ici, si je remplace n et p par 100 et 0,5, j'obtiens la bande de gauche de l'intervalle qui vaut 0,402 et la bande de droite de l'intervalle qui vaut 0,598. Ça veut dire que la fréquence observée sur mon échantillon de taille 100 d'apparition du pile doit être comprise entre 40,2% et 59,8% avec une probabilité qui est environ égale à 95%. Ça veut dire que je suis presque sûr, à 95%, que je vais obtenir entre 40,2% de piles et 59,8% de piles si je fais 100 lancers avec cette pièce. Voilà, et je vais faire une seconde vidéo pour vous parler de la règle de prise de décision, parce que c'est ce que vous devez savoir faire en terminale. C'est en gros comment utiliser l'intervalle de fluctuation pour prendre une décision. Voilà, donc je vais faire une seconde vidéo qui sera beaucoup plus courte, où je vais présenter cette règle de prise de décision sur un exemple. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo suivante.